J'ai donc une expérience pratique de l'enseignement secondaire. Il n'en reste pas moins que c'est vous qui êtes actuellement dans les lycées, dans les collèges. Vous avez donc une expérience et vous savez des choses parce que vous les vivez quotidiennement. Donc, ce que vous savez et que moi, je risque de ne pas savoir, m'intéresse au plus haut point. Et si je veux dire, voilà, je m'autorise aussi de tout ce que j'apprends auprès de mes collègues. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mon introduction et dans l'esprit qui doit présider au temps des questions et de nos échanges. Alors, quand nous avons conçu cette série de formations, effectivement, vous avez remarqué que vous allez approfondir la question de la laïcité et des religions en France la fois prochaine. Vous allez travailler sur le corpus biblique, vous allez travailler sur le corpus coranique. Il y aura une séance plus particulièrement dédiée à Islam et école et une séance dédiée à sciences et religion. Je simplifie les intitulés. Et donc, moi, il me revenait d'introduire sur un thème laïcité, religion, société, État. Et donc, j'ai pris le parti suivant, c'est-à-dire, comment dirais-je, comme ces sujets sont gigantesques, je vais essayer de faire, je ne sais pas quelle métaphore employer, je crois qu'il y a des massages japonais avec les points, n'est-ce pas? C'est une sorte d'acupuncture comme ça, et donc de trouver des points pour, comment dirais-je, un peu pour nous choquer. Alors on est malheureusement particulièrement choqués en ce moment, mais pas dans le même sens. Pour nous choquer, c'est-à-dire pour nous réveiller, pour nous éveiller, pour aller dans telle ou telle direction, pour avoir le goût d'approfondir, si vous le voulez et si vous en avez le temps, dans ce que je vous aurais en quelque sorte initié. Et j'ai décidé de travailler sur 4 notions qui, comme on dit dans un langage pédant, partagent la même aire sémantique, c'est-à-dire tout en étant extrêmement différents. Donc laïcisation, sécularisation, désenchantement du monde, sortie de la religion. Et puis je dirais peut-être, mais finalement peut-être à la fin, contre toute attente, quelques mots sur un sujet, c'est toujours pareil, ce sont ces mots que l'on utilise tous les jours, sans toutefois se redemander ce qu'ils veulent dire, mais qu'est-ce que ça veut dire État exactement? Nous qui sommes fonctionnaires de la fonction publique d'État. Et donc, on est censé quand même représenter cette entité, cette personne morale de droit public censée représenter la nation. J'en dirai quelques mots. Voilà, en gros. Donc, on commence. Donc, je ne fais pas un cours, si vous voulez, avec une progression classique, mais je vais essayer mes petits points ou mes gros points d'acupuncture à partir de ces 4 ou 5 notions. Alors, laïcisation, je vais aller relativement vite et puis vous travaillerez beaucoup la fois prochaine sur le sujet. Bon. Comme je le dis toujours, la racine du mot est très ancienne, tandis que le mot est très récent dans la langue française, non pas laïcisation, mais laïcité, qui est un mot. Alors, il y a des débats un peu compliqués. Moi, j'en suis resté aux années 70, délibération de la commune, etc. En tous les cas, c'est un mot qui appartient à cette période tout à fait caractéristique, 1870, la Troisième République, donc, est à naître, et ça n'est pas un hasard politique et historique si le mot laïcité apparaît à ce moment-là. Mais la racine du mot est très ancienne, vous savez que ça vient du grec, laos, alors là, on pourrait discuter longtemps, démos, génos, ethnos, pourquoi laos? Bon, je ne vais pas travailler là-dessus en particulier, mais en gros, ça signifie le peuple, et le laïc, c'est-à-dire le substantif avec un C, non pas l'adjectif avec QUE, se distingue du clerc, ce qui veut dire en grec celui qui exerce ou qui est désigné pour avoir une fonction. Tandis que le laïc est plutôt l'homme du peuple, en quelque sorte, par opposition à celui qui a une forme d'ordination, de nomination, en quelque sorte. Et puis, d'une manière plus extensive, on en trouve encore des traces quand on parle du clerc de notaire. Au fond, le clerc, c'est l'homme instruit, c'est l'homme qui sait lire et qui sait écrire,
par opposition à l'homme du peuple qui, pendant de nombreux siècles, et peut-être encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays, ne sait ni lire ni écrire. Donc la laïcité, c'est ce qui a le caractère d'être populaire, en ce sens que, précisément, dans une société républicaine, tout le monde appartient au peuple. Quelques étapes au grand galop dans l'histoire de la laïcisation, cette fois-ci donc un processus historique. On pourrait remonter aux sources du gallicanisme français, à ce que j'appelle la jalousie de l'État par rapport à l'Église catholique et à la jalousie de l'Église catholique par rapport à l'État en France, c'est-à-dire des institutions qui ont besoin, en quelque sorte, de l'une et de l'autre, mais qui peuvent avoir des intersections et des conflits de juridiction. Mais laissons ça de côté, le fameux édit de Nantes, 1598, c'est une étape et en même temps, ça n'est justement pas la laïcité telle que nous l'entendons. C'est une étape en ce sens que l'édit de Nantes, c'est la première fois sans doute qu'en France, il y a une dissociation entre loyauté, je ne peux pas parler de citoyenneté, mais loyauté aux autorités, en particulier vis-à-vis des autorités politiques, dissociation entre loyauté et appartenance confessionnelle. Autrement dit, on peut être de la religion prétendue réformée et considéré comme un sujet loyal. Alors, bien entendu, vous le savez, l'édit de Nantes ne tolère qu'au sens assez négatif du verbe tolérer ceux qui ne sont pas de la religion catholique romaine, ils sont circonscrits géographiquement, tandis que la religion catholique reste la religion de l'État du royaume, n'est-ce pas? Et donc, ça n'est pas bien évidemment ce qui va apparaître avec la Révolution française, grand moment ou grand seuil de laïcisation. Alors là aussi, vaste phénomène, c'est très compliqué, il y a eu une période de séparation entre l'Église et les cultes, mais je me tiendrai juste à 2 ou 3 petites remarques. La fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89. Article 1, article 6, article 10. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, donc principe d'égalité, c'est évident que ce principe d'égalité fait partie d'une définition de la laïcité. Égalité, quelle que soit précisément l'appartenance confessionnelle, même s'il y avait une tolérance un tout petit peu avant la Révolution française pour les protestants, mais qui était extrêmement partielle. Au titre de l'égalité, la fameuse émancipation des Juifs en 1792, et qui, je le rappelle, a une signification très importante pour nous encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on parle de la question de l'intégration des nouveaux arrivants, on n'intègre pas des communautés, ce qui ne veut pas dire que les communautés n'existent pas, que les associations culturelles ou culturelles n'existent pas, mais ce qui veut dire qu'il y a un droit civil qui est le même pour tout le monde. Ce sont les Juifs en tant qu'individus qui sont émancipés et non pas la communauté juive. C'est fondamental, n'est-ce pas? Bien. Article 1, nous l'avons vu. Article 6, ça n'a l'air de rien, on pourrait philosopher pendant des heures. La loi est l'expression de la volonté générale. Alors après, il y a tout un débat très intéressant sur la question de savoir est-ce que les constituants avaient lu Rousseau. Alors, sans doute, n'est-ce pas, mais pas forcément tous. Et c'est vrai que Gaucher suggère que il y a un parallélisme, n'est-ce pas? C'est comme dans l'histoire des sciences, on se rend compte qu'il y a des esprits qui ne se connaissent pas, qui ne communiquent pas, mais qui travaillent sur les mêmes problèmes en même temps. Et peut-être que Rousseau a cheminé, lui, grand philosophe, etc., et que les constituants ont cheminé et se sont retrouvés autour de cette thématique. Dire que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est une manière de dire que la loi n'est pas le produit du dépôt d'une révélation. Donc les choses sont claires.
pour dire les choses compréhensibles. Si je lis dans la Bible ou dans le Coran qu'il ne faut pas tuer, je n'en déduis pas que c'est une sottise parce que je ne suis pas croyant, mais ça n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible ou dans le Coran que j'en déduis que cela doit être notre loi. Comme on dit, l'article 6, effectivement, fait de la loi le produit d'une élaboration politique. Quant à ceux qui élaborent la loi, représentants du peuple, il est bien évident qu'ils le font avec les références qui sont les leurs références culturelles et religieuses. Les grands textes, les grandes traditions religieuses ne peuvent pas ne pas inspirer la réflexion morale et donc la réflexion politique, ça va de soi. Mais la loi est le processus, plutôt est le fruit, en quelque sorte, d'un processus constitutionnel, d'un débat, et non pas le dépôt d'une révélation. L'article 10, tout fonctionnaire doit le connaître par cœur. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Dans cet article 10, vous avez déjà les éléments, à mon avis, fondamentaux de ce qu'est la laïcité, principe de liberté. Il n'y a pas de liberté digne de ce nom, c'est-à-dire de liberté que l'on peut défendre devant des tribunaux si elle n'est pas limitée et encadrée par la loi. Il n'y a que dans les dictatures que l'on parle de la liberté, en quelque sorte. Non, il y a des libertés. Ça, c'est absolument capital. Et il n'y a des libertés que l'on peut défendre que dans la mesure où elles sont limitées dans le cadre de la loi, dans le cadre de l'ordre public. Toute revendication n'est pas juste pourvu qu'elle soit religieuse. C'est l'ordre public, c'est la loi, c'est le cadre général. Et nous y reviendrons quand nous parlerons de l'État. Autrement dit, liberté, mais dans un cadre. Et le même religieuse, on peut discuter longtemps sur la signification de même religieuse, comme si le législateur tremblait. On dit toujours que le législateur doit toujours écrire avec la main tremblante. Mais là, on a même le trembler de la main dans le texte de l'article. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y a bien une chose que les sociétés traditionnelles n'acceptent pas, c'est la liberté religieuse. Le propre de la religion, dans l'expérience massive de l'humanité et dans toutes les traditions religieuses, c'est que la religion n'est pas l'objet d'un choix. La religion n'est certainement pas une opinion personnelle. C'est ce dans quoi on est, c'est ce à quoi on appartient. Donc là, on change véritablement de monde. Et puis, bien sûr, nous avons parlé de l'émancipation des Juifs. 92, je crois que les termes même du décret de 92 sont encore en vigueur. 1792, l'état civil passe des mains de monsieur le curé à monsieur ou madame, on pourrait dire aujourd'hui, le maire ou la maire ou mairesse, je ne sais pas, à savoir que les naissances, les mariages, les décès, etc., ce n'est plus l'affaire de la paroisse, voilà. Autrement dit, dans le système qui avait précédé à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, effectivement, les non-catholiques n'avaient pas à proprement parler d'état civil. Voilà. Donc là, dissociation, cette fois-ci, entre citoyenneté, d'une part, et appartenance confessionnelle, d'autre part. Voilà pour ce moment capital de la Révolution française. Le 19e siècle, 3 cultes reconnus avec 2 confessions protestantes, donc le culte romain catholique, le culte protestant calviniste, le culte protestant périen et le culte israélite. Autrement dit, le 19e siècle français, c'est la reconnaissance de l'existence d'une pluralité religieuse, et parce que c'est une reconnaissance, je parlerai d'un petit pluralisme. La pluralité est un fait, la reconnaissance de la pluralité, voire l'encouragement, voire la protection, voire le soutien jusqu'à financier, c'est un pluralisme.
le 19e siècle est marqué par un petit pluralisme entre ces trois confessions, avec les deux confessions protestantes, et comme chacun sait, dans deux départements, en Alsace et en Lorraine, ça fait trois, donc ce système ancien a été conservé pour mille raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, nous n'avons certainement pas le temps de nous étendre. La fameuse Troisième République, les lois de laïcisation de l'école pendant les années 80, laïcisation des enseignements, des locaux, des enseignants, des programmes. Vous allez sur le site de l'IREL, sous l'onglet laïcité, vous trouverez les références de ces lois scolaires ou des laïcisations scolaires, n'est-ce pas? Et c'est évidemment capital et c'est très important. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui depuis maintenant 30 ans, il est évident qu'en France, l'école a été le fer de lance de la laïcité républicaine et de ce nouveau seuil de laïcisation. Et c'est la raison pour laquelle il y a une sensibilité très particulière de l'école républicaine à la question de la laïcité, n'est-ce pas? L'idée républicaine était très belle, mais il n'y avait pas de républicains. Vous savez que les lois constitutionnelles sont passées à cheveux, patati patata. Donc, le job de l'école républicaine, c'était de fabriquer des républicains, tout simplement. Bon, bref. Et puis, la fameuse loi de 1905, là aussi, je ne me rappelle pas forcément à la lettre près, mais bon, là aussi, on devrait pouvoir connaître par cœur les deux articles. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, bien entendu, dans le cadre de l'ordre public énoncé ci-après, c'est l'article 1. L'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. En conséquence de quoi, les budgets publics consacrés à l'entretien des cultes, dont on vient de parler, sont supprimés. Alinéa 2, toutefois, pourront être, subventionnés des aumôneries. Alors, la question de l'aumônerie militaire a été réglée avant ailleurs, des aumôneries concernant les hôpitaux, alors, et après, c'est le vocabulaire de l'époque, on dit les asiles, enfin, etc. Ça veut dire, vous savez, comme ça qu'on parlait des écoles maternelles à l'époque, l'asile au sens d'être à l'abri, hein, c'est très mignon. Voilà. Les hôpitaux, les prisons, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, j'en veux pour preuve, justement, contre ceux qui ne comprennent pas grand-chose, à savoir que la laïcité serait anti-religieuse. Non seulement la laïcité française n'est pas anti-religieuse, mais encore la laïcité accepte de payer pour les religions pour garantir l'exercice des cultes. Dans les lieux où il est difficile, pour des raisons évidentes, de pratiquer son culte, quand on est malade sur son lit d'hôpital, quand on est prisonnier dans sa cellule, quand on est soldat en opération extérieure, quand on est pensionnaire, etc., etc. Voilà. L'article 1, je le répète toujours, il y a deux notions, il y a deux verbes et il y a un ordre. La République assure la liberté de conscience. Donc là, au risque de vous surprendre, la République n'est pas neutre philosophiquement. Elle assure la liberté de conscience. Par rapport à la liberté de culte, effectivement, elle est parfaitement neutre, mais elle se fait fort de garantir. Ça veut dire, elle s'abstient d'empêcher. Moins par moins, ça fait plus. Après, on pourra discuter sur la question de savoir si la garantie, c'est simplement le fait de s'abstenir d'empêcher, ou si, dans certains cas, ça peut être éventuellement favorisé. Ça, c'est des débats passionnants, assez techniques, qu'on ne peut pas avoir malheureusement ensemble maintenant. On va abandonner cette question de la laïcisation parce que le temps passe à la vitesse de la lumière. Je crois que c'est possible techniquement. Moi, j'ai écrit un article sur la République laïque mène-t-elle des politiques publiques en matière religieuse, où là, je parle des pratiques tout à fait contemporaines, et la réponse à cette question est plutôt oui.
Je crois que vous pourrez l'avoir. Il a déjà été envoyé sur la... Merci infiniment, c'est parfait. Pour approfondir ces questions contemporaines, mais encore une fois, je pense que c'était utile d'en reparler. Je sais que vous allez approfondir ça la fois prochaine. Et je conclus par ma définition personnelle de la laïcité, que je veux la plus simple et la plus synthétique possible. Je laisse de côté la question de la définition juridique depuis la QPC de février 2013. Encore une fois, on ne se concentre pas trop sur la laïcité. Moi, je dis que la laïcité, c'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience, croire ou ne pas croire, croire autrement, et de la liberté de culte dans le cadre de la loi d'un État non confessionnel. C'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte dans le cadre de la loi d'un État non confessionnel ou séparé des cultes. Alors, la sécularisation. Ce concept partage avec la laïcisation la notion d'un processus. Mais là, c'est un processus qui est sans doute beaucoup plus long. Au sens strict du terme, la sécularisation, c'est le passage d'un bien, une propriété ecclésiastique, à une propriété privée. Par exemple, je crois que, par exemple, le Canada, n'est-ce pas, ça peut être le cas tout à fait ailleurs au Canada, mais au Canada, je crois qu'il y a eu énormément de lieux de culte catholiques qui ont été sécularisés au sens propre terme à l'issue de ces fameuses 10 années qui ont vu une désaffection relativement rapide par rapport à la pratique catholique au Québec. Évidemment, je l'ai dit au Canada, mais c'est particulièrement au Québec. Donc, ça vient du mot siècle, et le siècle, on l'oppose généralement à la règle. Donc, vous avez le clergé régulier qui vit généralement dans l'enclos monastique, etc., avec voilà, et puis le clergé séculier qui accomplit des tâches, des missions dans la société, dans le temps, qui n'est pas, j'ai envie de dire, celui de l'éternité, en quelque sorte, mais qui est le temps ordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Et le mot sécularisation, bien entendu, a pris une extension sémantique formidable pour signifier d'une manière métaphorique un processus extrêmement long de distinction entre la société et les religions. Bon, vous trouverez des développements excellents sur ce sujet-là dans un livre dont le titre ne présage pas nécessairement cela, mais De la division du travail social d'Urkheim. C'est pas un petit livre technique, mais c'est un livre qui réfléchit sur la profondeur, la longueur historique. Et donc, on peut dire qu'effectivement, la sécularisation fait que on va passer, si j'ose dire, de sociétés où le religieux est partout et nulle part, même s'il y a des chamans, des gens qui ont des fonctions bien particulières. Mais grosso modo, le religieux va se spécialiser de plus en plus, en quelque sorte, pour ne concerner qu'un petit secteur de la société, avec cette possibilité, en quelque sorte, que certains estiment ne pas avoir de compte à rendre ou de ne pas dépendre en quoi que ce soit précisément de telle ou telle religion ou de telle ou telle église. Pour ne pas se perdre dans des considérations théoriques qui n'en finissent pas, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'histoire, la sécularisation? Alors on peut faire une petite distinction bien connue. Grosso modo, dans les pays protestants, la sécularisation a précédé la laïcisation. Quand il y a laïcisation, ce qui ne va pas de soi, si on donne à laïcisation un sens un peu étroit de séparation technique et juridique de l'État et des cultes, tandis que dans les pays de tradition catholique, c'est la laïcisation qui a précédé la sécularisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la sécularisation? Pour le cas de la France, j'ai envie de dire que la sécularisation, bien sûr, elle vient de très très loin. Alors, on va parler des Lumières, de la modernité, très bien. Mais au fond, la sécularisation nous touche vraiment depuis très peu de temps. C'est ça qui est fascinant, la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire essayer d'imaginer
un iceberg colossal. Alors non seulement on prend toujours la métaphore de l'iceberg pour dire que il y a 1/10 de l'iceberg qui est émergé et 9/10 qui est immergé, mais nous, en plus, on est au sommet de l'iceberg, c'est-à-dire au sommet de la partie émergée par rapport à l'histoire de l'humanité. En 1960, les Français sont catholiques. Bon, alors, avec sans doute déjà une certaine distance, etc. Je n'ai pas les statistiques absolument en tête, mais enfin, quasiment 80% des Français sont baptisés dans l'Église catholique dans les années 60 encore. Donc, la sécularisation, ça se passe à ce moment-là. Et j'ai envie de dire, quels sont les facteurs de la sécularisation? Le décollage économique, bien évidemment. La transition démographique, c'est fondamental. Là aussi, il y a de nombreuses interprétations. La transition démographique, c'est le fait que la fécondité va être de 2 enfants par femme, en gros, hein, voire en dessous. Alors, il y a 40 000 interprétations. On peut avoir une pure interprétation économisante ou économiste. On va dire, qu'est-ce qu'un individu? C'est un sujet rationnel qui calcule son intérêt. Et dans une société développée, il est plus intéressant d'aller bosser que de s'occuper uniquement des enfants. C'est-à-dire que le seul système de retraite qui existe dans des sociétés peu développées, ce sont les enfants. Alors, pas rigoler non plus, parce que notre système de retraite par répartition reste quand même fondé sur le fait que ce sont nos descendants qui paieront nos retraites. Donc, il ne faut pas non plus trop ironiser, en quelque sorte, sur ce système. C'est encore le nôtre et il n'est pas dépourvu d'une certaine beauté politique, si j'ose dire. On peut donner une interprétation strictement économique, ce qui va donner, bien évidemment, induire des changements culturels et éducatifs, ou inversement, dire, ben voilà, quand on éduque tout le monde, y compris les filles, y compris les femmes, ben, il est évident que petit à petit, les femmes sont destinées à travailler, à prendre leur place dans la société comme les hommes, et non pas à se consacrer uniquement à l'éducation des enfants. Ce sont des questions fondamentales. Le Maghreb est entré dans la transition démographique, vous le savez sans doute. Ça veut dire que dans quelques années, les changements seront considérables, y compris sur le plan religieux, quelles que soient les convulsions qui précèdent les grandes transformations. Et pour jouer un peu sur l'étymologie, vous connaissez le slogan prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Le manifeste du Parti communiste de Karl Marx en 1848, si on traduit littéralement cette injonction, ça veut dire « vous dont la richesse n'est faite que de votre descendance », parce que étymologiquement, ça veut dire la même chose, prolesse, prolifique, etc., unissez-vous. Donc le propre des pauvres, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de faire beaucoup d'enfants. Alors, voilà, ça c'est une question colossale. Vous le savez, aujourd'hui, le monde, il y a des riches qui ne font plus d'enfants et des gens qui ne sont pas riches et qui font beaucoup d'enfants. Ça, c'est des grandes questions, avec des zones de transition. L'Afrique subsaharienne n'est pas encore dans la transition démographique. Le Maghreb y est. Imaginez tout ce que ça veut dire. Décollage économique, transition démographique, émancipation des femmes. C'est colossal. La pilule, c'est un événement anthropologique majeur. Ça veut dire que si les femmes ont la maîtrise de leur fécondité, concrètement, ça veut dire que les hommes perdent le pouvoir qu'ils avaient sur les femmes et ce qui fondait leur domination sur les femmes. On change de monde avec la pilule, avec ce type de contraception. Et puis, corrélativement, d'une manière contemporaine, moi j'y pense toujours avec émotion, puisque moi je passais mes vacances dans un petit village au pied des Cévennes au début des années 60, quand j'étais tout petit. Eh bien, il y avait encore des paysans. Voilà. Il n'y a plus de paysans. Il y a 2% d'agriculteurs. Ça n'a plus rien à voir. Rien à voir. Donc, la disparition des paysans, c'est un changement de monde en 1900. C'est-à-dire, au moment où la France se laïcise, la France, elle est massivement paysanne et catholique.
elle n'est pas du tout sécularisée. Vous allez me dire quel est le rapport? Le monde paysan, c'est un monde dans lequel, et ça n'est pas sans rapport avec la question de la condition féminine, ce qui règle la vie, c'est la nature. C'est une vie selon les cycles. Il y a les cycles de la fécondité, le cycle menstruel des femmes, il y a le cycle des saisons, il y a le rythme circadien, et quand on est paysan, et pas exploitant agricole, parce que quand on est exploitant agricole, on a un tracteur climatisé et on travaille la nuit avec la radio. On vit dans l'alternance du jour et de la nuit. Et vous pensez bien que de là à penser que les lois de la nature sont les lois qui ont été voulues par Dieu, il n'y a qu'un pas. Autrement dit, le monde paysan est naturellement religieux. Je me rappelle toujours, je prends cet exemple, c'est un ami syrien d'origine syrienne. Moi, j'ai parlé quand j'étais gamin dans un petit village au pied des Cévennes. Il me dit, quand j'ai lu Hésiode, les travaux et les jours, il m'a dit, mais ça m'a ému, c'était mon enfance. Ça s'est passé il y a quelques années seulement. Alors, la question de la sécularisation, c'est aussi la querelle de la sécularisation. Je vous donne une référence, Jean-Claude Monod, qui est un auteur contemporain français qui a travaillé là-dessus. C'est toujours la question de savoir si, oui ou non, la sécularisation, c'est le fait de quitter complètement la sacralité, la religion, etc., ou bien s'il y a eu un transfert de sacralité. C'est ça la question, et ça n'est pas sans rapport avec la question du désenchantement du monde, comme la question de la sortie de la religion. Et c'est vrai qu'il y a sans doute eu, au XXe siècle, en tous les cas, ce qu'on a appelé des religions de substitution. Le socialisme ne se réduit pas à une religion de substitution, mais le socialisme a pu fonctionner comme une religion de substitution, avec le culte des grands hommes, avec une perspective qui n'est pas, si j'ose dire, les temps de la création, mais ce vers quoi l'histoire doit nous conduire, etc., etc. Donc voilà pour la question de la sécularisation. Pour le dire simplement, une société sécularisée, c'est une société dans laquelle les mœurs, vous savez que le mot moral, c'est la même racine que mœurs en latin, éthique ça vient du grec, moral ça vient du latin, donc une société sécularisée, c'est une société dans laquelle les mœurs ne sont plus réglées par une religion particulière. Et si j'ose dire, c'est très intéressant du point de vue de la sociologie des religions, parce que les femmes catholiques qui sont restées catholiques n'en ont pas moins pris la pilule, malgré le fait que Paul VI se soit prononcé contre ce type de contraception. Donc on a des changements extraordinairement profonds. Le monde sécularisé, c'est ce que j'appelle le monde plein. Nous avons toutes les bonnes réponses à toutes les questions théoriques, ça s'appelle les sciences. Nous avons toutes les bonnes réponses à la question de notre survie, ça s'appelle la technique et l'économie. Nous avons toutes les bonnes réponses à toutes les questions qui se posent du point de vue de notre gouvernement, ça s'appelle le droit et la démocratie. C'est ce que j'appelle le monde plein. Mais en même temps, ce monde scientifique, technique, économique, juridique et démocratique est un monde dans lequel on a tout et où il nous manque l'essentiel, si j'ose dire. Alors, c'est pas moi qui vais faire la critique des sciences, la critique des techniques, la critique de l'économie, la critique du droit et de la démocratie. Je suis bien content de vivre dans un pays scientifiquement développé, techniquement développé, économiquement développé, où le droit soit à peu près respecté et qui soit à peu près démocratique. Mais voilà, peut-être que c'est pas ça qui nourrit un être humain, en quelque sorte. J'aime bien citer cette formule d'un poète, « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Et dans le monde plein, effectivement, parfois, la lumière a du mal à passer. Le désenchantement du monde, ça n'est pas sans rapport avec ce que je viens de vous dire. Entzauberung der Welt, c'est une expression d'origine allemande. C'est probablement chez Heine qu'on trouverait cette expression. Heine, qui était un copain de Marx, un poète, philosophe allemand. Bon,
c'est certainement Max Weber qui a donné ses lettres de noblesse sociologiques, philosophico-sociologiques à cette notion de désenchantement du monde. Donc, la définition stricte de cette notion, c'est l'élimination de la magie en tant que technique de salut. Autrement dit, on peut certes rester religieux, on peut certes être en pleine recherche philosophique et spirituelle, mais grosso modo, quand on veut obtenir un résultat en ce bas monde, eh bien, on ne va pas voir un sorcier, on va voir un dentiste. Et puis, encore une fois, on ne prie pas pour que la pluie tombe, mais on creuse des puits. Voilà. Autrement dit, la notion de désenchantement du monde, on pourrait aussi dire rationalisation du monde, technicisation du monde. Souvenez-vous, là aussi, 2 points d'acupuncture, l'expression de Marx, les eaux glacées du calcul du profit, ou encore Max Weber, la cage de fer de la rationalisation. Cette mondialisation-là, elle est en cours, ça ne fait aucun doute. Et bizarrement d'ailleurs, les fondamentalismes religieux les plus fondamentalistes font toujours très bon ménage. Hein, personne ne refuse les réseaux sociaux, le téléphone portable, etc. Et les pays pauvres sont surdéveloppés en téléphone portable. Hein, quiconque a voyagé dans des pays qui ont un peu des difficultés économiques est toujours frappé par l'existence, pour des raisons d'ailleurs parfaitement intéressées de la part effectivement de ceux qui vendent du réseau, etc., etc., etc. Voilà, donc le contraire du désenchantement, eh bien, j'ai presque envie de dire, c'est le romantisme. Autrement dit, le désenchantement, c'est déjà la question du 19e siècle. Au fond, la question du 19e siècle, c'est la question du romantisme. Quelle définition peut-on donner? Une définition assez stricte et tout à fait, comment dirais-je, délimitée sur le plan historique. Le romantisme, c'est la nostalgie du Moyen-Âge. Alors, je n'ai pas le temps de le faire, mais je serais prêt à soutenir, si j'en avais le temps, que la philosophie d'Auguste Comte est un romantisme. Alors qu'Auguste Comte est, vous le savez, évidemment, parfaitement rationaliste, patati patata, et tout à fait pour une conception scientifique de la société, mais Auguste Comte, comme tous les autres au XIXe siècle, a la nostalgie d'une conception organiciste de la société. C'est-à-dire qu'au moment, il y a, en tous les cas, en France, le tremblement de terre de la Révolution, c'est l'angoisse de l'anomie. Voilà. Il y avait un ordre, en quelque sorte, et puis cet ordre était à la fois naturel et religieux. Les deux vont toujours ensemble. D'où cette admirable définition provocatrice, me semble-t-il. Je ne sais plus de qui elle est. C'est pas de Barès. Non, le gars de l'Action française, rappelez-moi son nom. Maurras. Qu'est-ce que la République? Réponse, c'est l'anarchie plus le gendarme. Hein? Très intéressant. L'anarchie, pourquoi? Parce que la société n'est plus fondée sur un ordre à la fois naturel et divin. Et donc le romantisme est toujours la volonté de compenser, en quelque sorte, cette perte fondamentale. Et c'est vrai que le mot de désenchantement a aussi, bêtement, psychologiquement, une signification péjorative. Il y a un maître ouvrage d'un intellectuel français contemporain, né en 1946, qui s'appelle Marcel Gauchet, qui s'appelle « Le désenchantement du monde ». C'est un ouvrage que j'ai lu avec avidité quand il est sorti, en 85. C'est très très rare dans l'histoire intellectuelle. C'est donc un ouvrage qui est devenu un classique du vivant de son auteur. Je crois que aujourd'hui, le désenchantement du monde doit être publié dans plus de 20 langues, au moins. C'est vraiment un ouvrage considérable. Alors, on peut ne pas aimer Marcel Gauchet, mais c'est un ouvrage tout à fait considérable. Quelques mots à propos du désenchantement du monde façon Marcel Gauchet. Marcel Gauchet, si vous voulez alors, si vous n'êtes pas philosophe de formation, vous pouvez avoir des difficultés éventuellement. Donc, il existe, ça n'est pas toujours le cas, mais dans le cas de Marcel Gauchet, ça existe.
il existe un livre vraiment pédagogique pour lire Marcel Gauchet. Ça s'appelle La condition historique, qui a été publié chez Stock. C'est un livre d'entretien. Et alors, je peux vous assurer que c'est Marcel Gauchet lui-même donne des clés de compréhension de son œuvre très, très utiles pour expliquer la nature de son travail. Donc, on ne va peut-être pas trop approfondir sur cette question-là, mais juste quelques jalons. Marcel Gauchet n'est pas pensable en l'absence de Pierre Clastres. Vous savez que Pierre Clastres était un élève de Lévi-Strauss, qui malheureusement est mort relativement jeune. Il a été directeur d'études à l'EPHE, à la 5e section d'ailleurs, je crois. Et son maître ouvrage, en tous les cas, le plus célèbre, même s'il a écrit d'autres ouvrages, c'est La Société contre l'État. Et donc, La Société contre l'État est un ouvrage tout à fait fascinant, parce que c'est un ouvrage qui est à la fois l'ouvrage d'un penseur et l'ouvrage d'un ethnologue de terrain, et qui allait vivre effectivement avec les Guaranis, etc. Bon. Je ne peux pas non plus trop m'étendre sur cette question-là, mais disons que Pierre Clastres médite sur comment se fait-il que des sociétés peuvent connaître une stabilité et une maturité politique sans système étatique. Et ça, c'est très, très intéressant. Par système étatique, on va dire un système de coercition. Et Pierre Clastres nous montre, en quelque sorte, qu'on peut tout à fait penser la question du pouvoir en dehors de la coercition. Parce que nous pensons tout naturellement le pouvoir dans le registre de la coercition, c'est-à-dire dans le registre de l'utilisation de la force, c'est-à-dire dans le cadre précisément d'un pouvoir étatique. Et ce que montre Clastres, c'est qu'une société peut vivre durablement, en quelque sorte, sans État. C'est le triomphe, si j'ose dire, d'une certaine philosophie libertaire ou anarchiste. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait possible, mais le prix exorbitant à payer, c'est la renonciation à toute forme de liberté individuelle, toute forme de différence individuelle, mais un système symbolique qui fonctionne très très bien. Tout ça pour vous dire quoi ? C'est que le sous-titre du Désenchantement du monde de Marcel Gauchet, c'est une histoire politique de la religion. Et l'idée de Gauchet, c'est que la religion est le plus vieux et le plus long système politique du monde. Alors c'est très intéressant parce que on entend souvent ce truc un peu bébête, c'est de la politique, ça n'a rien à voir avec la religion. Dans l'épaisseur de l'histoire de l'humanité, c'est presque le contraire qu'il faudrait dire, précisément. Il n'y a jamais eu de politique en dehors de la religion. Et il faudrait distinguer le politique de la politique. La politique, c'est l'art et la manière de conquérir le pouvoir quand on l'a pas, et l'art et la manière de le garder quand on l'a. Et on organise ce combat entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas de différentes manières. Ça s'appelle la politique. Le politique, ce sont toutes les raisons qui font que des êtres humains renoncent à la violence. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux animaux, l'homme est cet animal qui est sorti de la route sûre de l'instinct. L'homme est cet animal délirant au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de sortir du sillon, le sillon de l'instinct. Les animaux sont violents pour se reproduire et pour manger, point barre. On ne voit pas d'animaux exerçant de la violence gratuite, on ne voit pas d'animaux génocidaires, on ne voit pas d'animaux sadiques. C'est nous qui interprétons le chat qui joue avec la souris comme un sadique. Il fait simplement, il met au point son logiciel de chasseur parce que c'est comme ça qu'il peut survivre, un point final. Les sociétés humaines sont menacées par la violence panique. Le propre des sociétés humaines, c'est que quand la violence commence, elle peut s'emparer de la totalité du corps social. Et donc, il n'y a pas d'autre problème politique que celui-là. Ça s'appelle le politique. Et nous le savons bien, il n'y a rien de pire que les guerres civiles
Mais il y a pire que les guerres civiles, il y a les guerres civiles où se mêle le religieux, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que précisément le religieux est ce qui devrait juguler la violence, et le religieux est ce qui parfois la déchaîne. Pourquoi? Parce que précisément, quand une société se sent menacée, quand son système symbolique et politique se sent déstabilisé, alors c'est la totalité de son être qui est en jeu. Et ça donne des phénomènes d'hyperviolence. Toute la pensée de Gaucher, comme toute la pensée moderne de ce que c'est que la religion, participe de ce que j'appelle le paradigme psycho-anthropologico-social du religieux, par opposition à un paradigme que j'appellerais théologal. Le théologique, c'est le discours que les hommes tiennent sur Dieu. Le théologal, c'est le discours de Dieu. Quand on dit les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ce sont les vertus qui sont censées être données par Dieu. Donc le modèle théologique ou théologal, c'est cette idée que Dieu donne la religion, que Dieu se révèle aux hommes et que les sociétés humaines doivent en quelque sorte se perfectionner en quelque sorte. Elles ont quitté le paradis, c'est ça l'histoire sainte commune au monothéisme. En tous les cas, ça fait quand même pas mal de monde sur la Terre aujourd'hui. Voilà, on a quitté une forme de paradis, on était auprès de Dieu, on l'a quitté, il faut le retrouver. Donc, la religion parfaite, c'est toujours pour demain, même si le modèle est un modèle qui appartient au passé, en quelque sorte. Il faut retrouver une innocence perdue, en quelque sorte. Alors que l'approche moderne, scientifique du phénomène religieux, c'est de dire ce sont les hommes qui font la religion, et certainement pas Dieu. La religion est un phénomène humain. La religion, ça s'étudie avec les outils de l'anthropologie, de la psychologie et de la sociologie. Toutes les, on appelle les sciences humaines et sociales, l'anthropologie, l'ethnologie, que sais-je encore, tous les grands noms du 19e comme du 20e siècle abordent le phénomène religieux comme étant un phénomène humain, mais avec toute l'épaisseur et toute la variété des dimensions de l'humanité de l'homme. La conséquence de cela, c'est le fait de dire que la religion est à son maximum de développement au début. Les sociétés humaines sont entièrement religieuses au début. Il y a coïncidence entre le social, le politique et le religieux dans les sociétés premières. Et il y a ce phénomène que décrit Durkheim, précisément, de distinction, précisément, de division sociale du travail, mais de division sociale des fonctions, où la fonction religieuse devient une fonction parmi d'autres, et non plus la fonction déterminante de la vie sociale. Et toute la pensée de Marcel Gaucher consiste à soutenir deux thèses fondamentales. Nous sommes sortis de la religion, ça veut dire que la religion n'est plus ce qui détermine en profondeur tout le fonctionnement de la société. Ce qui détermine notre fonctionnement, on l'a vu, c'est les sciences, les techniques, l'économie, etc., etc. Donc nous sommes sortis de la religion et l'autre thèse, c'est que, et là ça devient très intéressant parce qu'au lieu de dire on est sorti de la religion par les Lumières et par le rationalisme, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Mais c'est une idée que Gaucher n'invente pas. Chez Max Weber, on a déjà cette idée que les prophètes hébreux, la pensée grecque, qu'on peut difficilement dissocier d'une pensée religieuse, ou en tous les cas, ça pose des problèmes compliqués, sont déjà des moteurs, en quelque sorte, de ce processus, en quelque sorte, qu'on appelle un désenchantement du monde, et qui, de ce point de vue-là, est assez proche du processus de la sécularisation. Et de même qu'on peut se poser la question pour
la sécularisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la querelle de la sécularisation. Est-ce que la sécularisation, c'est évacuer le sacré ou est-ce que c'est un transfert de sacralité? L'idée fondamentale de la sortie de la religion, c'est que ça veut dire deux choses. On quitte la religion, mais ça veut dire qu'on en provient, donc on en garde la marque. Bon, là, tout ça, c'est très fumeux, très machin, mais je vais vous donner un exemple, moi qui m'avait fait beaucoup réfléchir, et notamment sur le fait que nous sommes nous-mêmes dans une société sortie, non pas de n'importe quelle religion, mais du christianisme. Et que cela influence en profondeur, y compris notre pratique de la laïcité. Ayant participé à une enquête sur la religion en prison, j'ai séjourné, enfin j'ai fait beaucoup de terrain dans une maison centrale, c'est-à-dire une prison pour les longues peines. Et j'ai eu beaucoup d'entretiens avec tout le personnel de la prison, mais avec beaucoup de détenus, y compris surtout des détenus qui avaient tué et qui avaient pris perpétuité. Ce qui donnait évidemment aux entretiens une densité un peu particulière. Et je me rappelle très bien d'un homme musulman et qui me disait que l'État français, les règles en vigueur de la prison, faisaient qu'il ne pouvait pas, en quelque sorte, réaliser ou travailler pour son salut. Ce qui pour lui était gravissime, compte tenu du fait que sa conscience était alourdie et compte tenu du fait que quand on est en prison pour de nombreuses années, on a forcément une perception du monde et de sa propre vie assez différente. En tous les cas, on peut le supposer très facilement que quand on est bêtement dans une situation normale. Et l'interrogeant sur le sujet, il me rappelle que dans la sunna, dans la tradition, voilà, les dits du prophète, les fameux hadiths, il y a cette tradition qui consiste à dire que la prière collective vaut 17 fois la prière individuelle. Et ça permet d'avoir des bons, en quelque sorte, pour son propre salut. Vous avez bien compris de quoi je parle. En prison, la liberté de culte, elle est garantie. Mais elle est garantie dans la mesure où vous pouvez effectivement avoir la Bible ou le Coran dans votre cellule, vous pouvez avoir un tapis de prière ou je ne sais quoi dans votre cellule, bon, très bien, vous pouvez cantiner, c'est-à-dire faire venir de la nourriture que vous considérez comme conforme à vos croyances, et puis vous pouvez voir un aumônier, et puis vous pouvez participer à un culte s'il y a quelqu'un pour le célébrer une fois par semaine. Baladez-vous dans toutes les prisons du monde entier, vous verrez que c'est déjà pas mal. Hein, n'oubliez jamais ça. Mais pour ce gars-là, il avait besoin de faire 3 ou 4 prières collectives par jour. Mais la règle en France, c'est une prière collective une fois par semaine. Et j'y assistais, j'allais au culte, généralement, moi aussi. Je faisais ce qu'on appelle de l'observation. Mais je lui ai dit, mais écoutez, peut-être que vous ne le savez pas. Alors, non seulement un savant musulman lui aurait dit, mais vous n'êtes pas tenu de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Bon, d'accord, ça va de soi. Mais encore, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que consciemment et certainement plutôt inconsciemment, les critères de la liberté religieuse en France sont marqués par une tradition chrétienne. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, vous lirez, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte, et Dieu qui voit dans les cœurs te le rendra, ne te donne pas en spectacle pour prier. Bon, c'est une conception des choses, c'est tout, c'est une conception de la prière. Ça veut dire que notre conception de la liberté de culte, elle est sortie du christianisme, au sens où elle en vient. Il ne le savait pas, bien évidemment. Ce qu'il a en partie apaisé, en quelque sorte, pour qu'il ne se sente pas victime, en quelque sorte, d'une volonté de lui nuire, lui particulièrement parce qu'il est musulman. Parce que quand on vit en France, on ne vit pas nulle part. Oui. Le temps tourne. Le temps tourne. Vous avez dit de te rappeler alors pour les horloges. Il reste peut-être un dernier point, que si tu peux le... Pour l'État. Voilà. Tout à fait. Il est 6h05, c'est vrai qu'on a commencé un... Ok, ça va aller très vite. Je parle de l'État maintenant. Donc l'État, c'est ce qui tient et ce qui se tient, un staré. Voilà. L'État, c'est bon,
ses prérogatives, lever une armée, rendre la justice, battre monnaie, lever l'impôt. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ça est compliqué dans le monde mondialisé, etc. etc. Bon. Mais ce que je voulais juste vous dire, en quelque sorte, c'est que l'État, on peut le définir en droit. C'est ce qu'on appelle des philosophies du contrat. Ça n'est pas déconnecté de la réalité, mais c'est une philosophie en droit. C'est-à-dire comment comprendre ce qu'est l'État en fonction de ce qu'il devrait être. Par exemple, Hobbes et Rousseau, qui n'ont pas du tout la même philosophie. Il y en a un qui insiste sur la sécurité, il y en a un qui insiste sur la liberté, puisqu'il dit « pas mais quoi, on vit tranquille à l'ombre des cachots ». Autrement dit, c'est pas la sécurité qui est l'essentiel. Mais l'un comme l'autre pense l'État comme un contrat, c'est-à-dire je renonce à une part de ma liberté, en quelque sorte, pour en gagner une nouvelle. C'est ça que ça veut dire, une théorie du contrat. Ça, c'est la théorie, en quelque sorte, juridique de l'État. Mais il y a aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'État réellement, historiquement. Et c'est là que je vous raconte une toute petite anecdote dont vous vous souviendrez peut-être. Il y a plus de 20 ans, j'accompagne une sorte de séminaire des aumôniers de prison de la Méditerranée. On se réunit à Sienne et je suis dans le rôle du philosophe et on me file comme sujet le droit de punir. Bon, pour des aumôniers de prison, c'est parfait. Plutôt, de quel droit l'État peut-il punir? Et alors, on est en Italie, donc alors là, il y a tout le monde, il y a le général de la garnison, le chef de la police, le maire, l'archevêque, etc., etc. Donc c'est formidable. Et je parle en français, j'ai une interprète qui traduit, et puis je leur parle, évidemment, puisque mon sujet c'est l'État peut-il punir et de quel droit. Je dis qu'est-ce que l'État? Et je dis bon, ben on peut le définir juridiquement, mais après, tout le monde sait bien que historiquement, l'État c'est une mafia qui a réussi. Et là, je vois la pauvre dame qui me traduisait qui devient toute verte. Bon. C'est vrai que j'ai compris après, a posteriori, que la question de la mafia, c'est quand même une vraie question. Ça ne concerne pas que la Sicile et la Calabre, etc., etc. Et sans doute d'ailleurs que ce phénomène ne concerne pas que l'Italie. C'est une provocation. Vous trouverez chez Saint-Augustin la même idée, au fond. C'est cette idée qu'on retrouve chez Pascal, la justice et la force. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est contestée. Et donc, un État, c'est toujours une combinaison de force et de légitimation. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Voilà, le système de la monarchie française adossée à l'Église catholique, ça a marché pendant quelques siècles. C'est un système de force et de légitimité. La République invente un autre système de force et de légitimité. Et aujourd'hui, parce que je vais vous dire un truc tellement élémentaire, mais parfois on oublie l'élémentaire. Qu'est-ce qui définit notre système? Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie marche sur deux jambes. La loi est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple, contre le gouvernement des élites. Manque de bol, l'histoire nous apprend que les peuples adorent les dictateurs. Donc ça ne suffit pas de dire que la loi est l'expression de la volonté du peuple. C'est la raison pour laquelle l'autre jambe de notre système, c'est que c'est le droit sous le contrôle du juge. Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Donc, l'ordre public dans lequel nous vivons, c'est cela. Et tout repose sur des choix qui sont des choix philosophiques. On va dire les droits de l'homme, le bloc de constitutionnalité. Le droit n'est jamais pour lui-même et en lui-même son propre fondement. Il n'y a pas de société qui ne procède d'un choix philosophique qui a la plupart du temps des racines religieuses, culturelles, extrêmement profondes. Voilà, chers amis.